Les origines du français québécois. Il y a toute une histoire concernant la recherche des origines du français québécois, puis je vous dirais que c'est encore aujourd'hui un sujet qui n'est pas tout à fait réglé. Alors, moi, je vais apporter un peu de l'eau au moulin. Au 20e siècle, parmi les premières théories qui ont été avancées, et puis j'aime cette théorie-là parce qu'il y a une certaine logique. Alors, on ne va pas la retenir, mais elle est intéressante parce qu'elle est quand même cohérente. Première théorie, c'est le choc des patois. En gros, l'idée qui n'avait pas été vraiment vérifiée, c'était que les origines des habitants en Nouvelle-France, que les origines étaient diversifiées en France, que les gens venaient d'un peu partout en France. C'est pas facile de déterminer les origines. Moi, je sais que je suis rentré dans ce champ de mine-là un peu par hasard. Moi, je suis linguiste de formation, puis ce qui m'intéressait, c'était de découvrir les langues régionales en France qui avaient influencé le français québécois. Alors moi, ce que je cherchais, c'était des langues régionales. Mais ça, c'est très moderne, en fait. Là. Ça, c'est des années 2000. C'est une façon de voir les choses. Le choc des patois, c'est une théorie qui date des années 70 environ, et puis il y avait moins ces connaissances-là. Et quand on cherche l'information, si on vous retrouve avec quelque chose qui ressemble à un tableau avec des colonnes, puis avec des noms de villes ou des noms de villages, des communes en France, c'est bien difficile pour quelqu'un de l'extérieur de faire en sorte que ça ait du sens, tout ça. Alors, je pense que ça se comprend. À cette époque-là, les gens avaient l'impression que les habitants en Nouvelle-France venaient d'un peu partout en France. Mais en fait, il y a plein de regroupements qu'on peut faire selon les langues régionales. Alors, ce choc des patois-là, c'est que, vu qu'il y avait plein de patois, les gens avaient l'impression que les gens venaient d'un peu partout, alors ils devaient parler plein de langues différentes. Et là, un peu comme par magie, rendu en Nouvelle-France, là, soudainement, les gens se mettent à parler un très bon français. Et ça, c'est une autre chose qu'on a, c'est des observations de gens qui vont visiter la Nouvelle-France avant 1730, il faut le spécifier. Donc, au début, plutôt la première partie de la Nouvelle-France, les gens vont avoir l'impression que les observateurs externes vont avoir l'impression que le français parlé en Nouvelle-France est vraiment très, très bon. Alors, on a ça. Alors, la théorie du choc des patois essaie de faire du sens de ces origines diversifiées et en même temps une espèce de français standard parfait, là. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de preuve que si on met des gens qui parlent des langues différentes, des langues régionales différentes, que là, soudainement, ils vont se mettre à parler une autre langue parfaitement, soudainement. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de ça, mettons. Ça serait difficile de trouver un comparable. On a, par la suite, voulu souligner le rôle peut-être des filles du roi. Ah, les filles du roi, donc, elles avaient une éducation catholique. Puis là, il y a du sexisme là-dedans. Là, on va arriver puis on va dire, ben, ça devait être des bonnes filles, des bonnes écolières, des femmes qui savaient, qui étaient plus instruites. Mais la réalité, c'est que quand on regarde des chiffres concernant l'alphabétisation, la capacité de signer son nom. Alors ça, c'est la façon qu'on a pour le 17e siècle, en France, comme en Nouvelle-France, de déterminer si les gens savaient un peu lire ou écrire. C'est une mesure qui n'est pas parfaite, mais c'est une mesure. Première chose qu'on remarque, c'est que ce sont les hommes qui sont beaucoup plus instruits là, que les femmes. Alors, il n'y a pas de miracle, là. On est dans une époque où l'éducation est moins accessible là, pour les femmes que pour les hommes. Accessible, est-ce que c'est le mot? En tout cas,
disons qu'il y a des différences de genre très très fortes associées à l'alphabétisation. Alors les hommes sont beaucoup plus alphabétisés. Alors ça serait difficile de justifier ou d'argumenter et de dire que ce sont les filles du roi qui viennent pour éduquer les gens parce que elles n'ont pas ça. Là. Ça ne fait pas partie de leur capacité, là, de leur, pour l'alphabétisation, en tout cas, cette variable-là, ça ne fonctionne pas. On a un autre problème ensuite, c'est que quand on pousse un peu plus loin, c'était quoi l'expérience de ces filles du roi-là en France? Bien, on sait qu'elles venaient de l'hôpital général ou ce type d'endroit-là, qui sont des espèces de refuges sociaux là, pour les pauvres ou pour les gens qui sont plus marginaux et tout ça, les orphelines. Alors, il y a beaucoup de pauvreté en France à cette époque-là. Ces gens-là se retrouvent dans ces lieux-là. Et ces lieux-là ne sont, quand on regarde un peu, ce ne sont pas des lieux d'éducation. C'est des lieux où on apprend à travailler. Mais ce n'est pas des lieux où on apprend à lire et à écrire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette situation? Alors, pour essayer d'y voir clair, on peut y aller de manière un peu plus systématique, un peu plus logique. Premièrement, en ce qui concerne le français parlé en Nouvelle-France, et en tout cas en se basant sur le français québécois parlé aujourd'hui, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de régionalisme. Il n'y a pas beaucoup d'expressions régionales de France. Il y en a, mais il pourrait y en avoir plus. Quand on fait la grande liste, on essaie de trouver des mots qui sont vraiment spécifiques à une région ou à une langue régionale, il n'y en a pas tant que ça. C'est assez étrange. Ce qu'on remarque aussi, c'est que, on l'a dit, la population est alphabétisée. Les hommes sont plus alphabétisés que les femmes, mais quand on regarde les signatures en Nouvelle-France, ils sont beaucoup plus alphabétisés en Nouvelle-France qu'ils le sont en France. Alors ces gens-là, ces habitants-là, au début de la Nouvelle-France, sont alphabétisés, et ce qu'on remarque, c'est que ça va baisser par la suite. C'est une drôle de mesure, ça. C'est une très étrange... C'est un fait qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer tout ça? Ben, la première chose à regarder, c'est la provenance. Alors, le choc des patois qui est basé sur une grande variété d'origine, la réalité, c'est que les gens viennent de 4 endroits spécifiques de manière générale. Donc, on parle du Pays de Caux, de Paris, du Perche et du Poitou. En ce qui concerne le Poitou et le Pays de Caux, ça, c'est les 2/3 de l'immigration vers la Nouvelle-France qui s'installent, viennent du Pays de Caux et du Poitou. Et il faut le dire maintenant, le Pays de Caux et le Poitou sont des lieux forts du protestantisme français. Quand on pense à Rouen, puis quand on pense au Pays de Caux, quand on pense à La Rochelle, pour le Poitou, c'est 2 villes qui ont été protestantes là, pendant l'époque des guerres de religion. Est-ce que ça pourrait avoir un impact? Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que les protestants, à l'époque du 16e siècle et du 17e siècle, dans leur communauté, eux valorisent l'alphabétisation. Premièrement, alors ils apprennent à lire et à écrire à la maison. Ils apprennent à lire et à écrire entre eux, aussi avec des experts et tout ça, mais l'idée c'est d'être capable de savoir lire et écrire. Pourquoi savoir lire et écrire? C'était pour savoir lire et écrire la Bible, pour pouvoir être autonome face aux connaissances, puis la Bible, et d'autres livres, et puis de ne pas dépendre là, du clergé pour se former des opinions. L'idée, c'était d'être autonome dans ses idées et de se faire une tête, de se faire de découvrir par soi-même, ensuite de collaborer et de créer une société où justement les gens allaient être plus alphabétisés. En fait, eux, ils prônent l'éducation publique.
Alors, ils s'encouragent, ils s'aident entre eux. Et puis, c'est ça, l'école publique, là, ça vient là, du courant là, de la réformation. C'est la réforme. On cherche à éduquer les gens. Ça, c'est une chose. L'autre chose concernant la langue française spécifiquement, c'est que pour eux, d'une manière très très claire, le latin est perçu comme une langue de l'élite, une langue des mystères de l'Église catholique, une langue qui favorise une élite et qui empêche la participation au plus grand nombre là, au débat et aux connaissances. Alors, il y a vraiment un mouvement pro-langue française chez ces protestants. Même Jean Calvin, il y a tout le côté marketing, c'est-à-dire lui, il veut rejoindre un plus grand nombre de personnes. Jean Calvin, qui est la figure de proue du protestantisme français, lui cherche à parler en français, écrire en français pour rejoindre un maximum de personnes. Alors, ces communautés protestantes qui existent encore à l'époque de Champlain, mais qui vont se faire forcer de devenir catholiques à l'époque de l'étouffement du protestantisme. Alors, ces gens-là, ce sont des gens qui, déjà depuis une ou deux générations, parlaient français, et parlaient français non seulement pour s'opposer au latin, mais aussi s'opposer aux langues régionales. Alors, c'est des gens qui déjà choisissent. Et ça se voit dans les communautés protestantes en Europe et dans les communautés protestantes francophones. On a ces indices-là de gens qui parlent un français très, très bon. Alors, c'est ça qui arrive. Quand on regarde vers la Nouvelle-France, quand on regarde les statistiques, on a une population qui parle très bien français, et qui est beaucoup plus alphabétisé que la moyenne en France. Ce qui va arriver ensuite, dès 1635, dès la mort de Champlain, vont venir les communautés religieuses, soi-disant pour éduquer la population, et l'alphabétisation va baisser à ce moment-là, ainsi que le français aussi va changer, mais ça peut s'expliquer d'autres façons, parce qu'en France, là, ça va se mettre à changer. Le français standard en France va changer, et puis nous, au Québec, ou en Nouvelle-France, l'époque de la Nouvelle-France, on va persister, on va perdurer là, dans notre façon de penser. Mais cette coupure va se faire là. Est-ce qu'il y a des indices qui nous montrent qu'il y a une tentative là, d'empêcher les gens de lire? Ben oui, il y a Monseigneur Laval, par exemple, qui s'offusque que, c'est autour de 1660, là, si je me trompe pas, il y a encore dans les bateaux, les marchands, les protestants amènent de la lecture pour les gens, parce que les gens savent lire. Monseigneur Laval va interdire ces lectures-là. Il ne dit pas qu'il va les remplacer par des lectures peut-être plus appropriées. Il décrit pour lui, il faut se remettre à l'époque de la contre-réforme, de cette époque-là. C'était les gens n'avaient pas le droit d'avoir une Bible, n'avaient pas le droit d'avoir une Bible en français, bien sûr. Ça, c'était pour le curé et pour l'élite, là. Et ce qu'on voit, c'est des efforts pour empêcher la population de lire et d'écrire à cette époque-là. En France, les catholiques, ça va évoluer en fait, et dans le décalage qui va se faire entre la Nouvelle-France et la France, ce qu'on va voir, c'est qu'assez rapidement, à partir de Louis XV, la population, l'alphabétisation de la population française va augmenter, pendant que en Nouvelle-France, ça va descendre à son plus bas niveau, probablement, je dirais au début du 19e siècle ou fin du 18e siècle, quelque chose comme ça, où ça va être le plus bas. Au début de 1900, là, il y a Marius Barbeau qui va se promener dans les villages pour récolter des chansons, des contes, et c'est par milliers et par milliers que les gens, qu'il va récolter des différentes versions, et puis d'autres vont faire ça aussi tout au long là, du 20e siècle. On va récolter là, des milliers de chansons. Alors, et ce qui est particulier là-dedans, c'est que ces chansons traditionnelles, ces contes traditionnels étaient interdits. On désapprouvait de ça du côté catholique et du côté protestant. Et la population du Québec, apparemment, avait fait son choix
et avait un grand goût pour ses histoires et pour ses chansons. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, ici Jean-François Joubert. J'ai écrit Le Sacre du Québec. Dans ce livre, on plonge aux origines de nos mots interdits. Le livre est disponible sur Amazon, en version brochée, comme celui-ci, ou en version électronique.